Great. So let's get started. As I say, this session is focused. Comme j'ai dit, nous allons parler de la gestion des risques de catastrophe et comment le prioriser dans les pratiques de développement. C'est un plaisir pour moi que d'agir en tant qu'animatrice pour cette séance fort importante. Tout d'abord, en guise de contexte. En fait, je vais présenter ensuite nos conférenciers distingués et je vais vous donner un survol de ce dont ils vont parler. Et ensuite, je vais poser quelques questions aux panélistes avant de vous céder la parole pour que vous puissiez faire vos propres observations et poser des questions. Comme nous le savons tous fort pertinemment, il y a de plus en plus de catastrophes avec de plus en plus d'intensité, avec un impact disproportionné sur les pays en voie de développement. Donc, il y a beaucoup de pertes de vie et bien souvent, les gains en matière de développement sont mis en péril. Ce matin, notre PDG a parlé tant des raisons morales et financières en faveur de mieux gérer les risques de catastrophes. En fait, le programme post-2015, de même que le cadre d'action, en fait, prévoit des possibilités pour intégrer la gestion de risques en cas de catastrophe au programme de développement international. De quoi s'agit-il au juste, la gestion de risques en cas de catastrophe? Je vais dresser une liste de certaines questions importantes. S'assurer que les pays ont les outils, les capacités et l'argent dont ils ont besoin pour composer avec les catastrophes. Est-ce que les infrastructures sont construites pour tenir compte des risques de tremblement de terre, par exemple? Et lorsqu'il s'agit de nouvelles initiatives de développement, est-ce qu'on tient compte des évaluations de risques avant de décider de la localité ou de la localisation de la construction d'une nouvelle école, par exemple? Et comment mieux mobiliser les forces collectives des gouvernements, du secteur privé et de tous les intervenants dans cet effort? Bon, si c'est tellement évident, comment ça se fait que nous ne réussissons pas encore? Et qu'est-ce qui nous empêche de, en fait, normaliser la gestion des risques en cas de catastrophe dans le cadre de pratiques de développement? Bon, il y a peut-être un manque de sensibilisation. Ça, c'est peut-être une des raisons. On ne priorise pas la normalisation de la gestion des risques de catastrophes. Il y a peut-être des plafonnements de financement lorsqu'il s'agit de faire construire des écoles ou d'autres édifices. Et en fait, est-ce qu'il s'agit d'une responsabilité qui incombe aux organismes humanitaires ou les sociétés de développement ou les deux? Et la réponse est que c'est les deux. La réduction des risques de catastrophe revêt d'une grande importance dans l'Asie du Sud et l'Asie centrale, où nous œuvrons depuis des décennies dans le domaine du développement rural, l'éducation, entre autres. Les collectivités sont susceptibles à d'énormes risques et de responsabilités en ce qui concerne les catastrophes, d'où l'importance d'investir massivement afin de protéger les gains et les progrès que nous avons accomplis dans ces régions. Alors, ça, c'est un peu le contexte
de ces enjeux. Je tiens maintenant à présenter nos conférenciers qui vont partager avec vous leurs expériences en matière de gestion de risques de désastre. D'abord, nous avons Nusrat Nassab, qui a 16 années d'expérience dans le secteur. Elle a fait des contributions bien à quelques livres dans le domaine et en fait a joué un rôle très important au Pakistan en matière de gestion de risques de désastre. Elle va partager ses expériences sur le terrain de focus humanitaire et comment mieux intégrer la gestion de risques de catastrophes aux pratiques de développement. Ensuite, Dr. Bispinga Shin, il vient de prendre sa retraite. Il était en fait chef de avertissement précoce aux Nations Unies en cas de catastrophe. On lui a décerné bien des prix. Il a un doctorat dans la science du développement. Il a publié énormément d'articles dans de nombreux journaux. Il va nous faire part de son point de vue sur les systèmes d'avertissement précoce. Il va partager des leçons apprises sur ces systèmes et comment les mettre au profit et qu'est-ce qui se présente à l'horizon. Il y a eu un changement au programme. Malheureusement, Andrew Shaw a eu un contretemps. Il ne sera pas des nôtres. C'est ironique, mais en fait, il y a un risque potentiel éventuel de typhoon plutôt, ou de cyclone aux Philippines. Donc, il doit réagir à ça. Et il n'y a pas suffisamment de refuges d'évacuation, paraît-il. Donc, ça en dit long sur l'importance de bien se préparer. Nicholas Harvey est ici, par contre. Il a pris la parole déjà ce matin et il va participer à ce panel de cet après-midi. Avant de se joindre au secrétariat, il était chef de la direction ou de l'équipe de politique humanitaire et il a joué un rôle de chef de file en tant que conseiller traitant de l'ensemble des politiques internationales dans ce domaine. Il a de l'expérience en Irak, en Sierra Leone, en Syrie, entre autres. Et il va partager les perspectives découlant du sommet humanitaire sur la gestion des catastrophes. Donc, je cède la parole à Nusrat. Merci. Messieurs, dames, bonjour. Bon, je vais vous donner un exemple de gestion de risque à l'échelle communautaire. Avant de faire cela, je tiens à faire un survol sur la façon dont notre organisme Focus a réagi. Acadien, c'est un groupe d'agences qui est mandaté à améliorer la qualité de vie. En fait, on peut regarder l'organigramme pour en tenir compte. Donc, la priorité, c'est préserver la culture, l'architecture, ainsi que les villes historiques. Du point de vue du développement économique, bien qu'il y ait du développement commercial, il s'agit principalement d'initiatives communautaires. Focus Humanitarian Existence est l'agence en chef dans la gestion de risques de catastrophes. Et en cas de catastrophe, c'est cet organisme qui intervient en premier. Que fait Focus et quelle est son approche? Bon, voici l'organigramme. On a parlé
de l'importance de normaliser cette gestion de risques et catastrophes. Comment faire participer tous les secteurs à la gestion de risques de catastrophes et comment l'intégrer aux pratiques de développement? Bon, la priorité, c'est de sauver des vies et la première démarche, c'est l'anticipation des risques. Donc, prévoir les risques en avance. Nous intervenons en cas de catastrophe, bien entendu, par le truchement d'accroissement de la capacité des collectivités et en fait lors de la transition de catastrophe à des pistes de solutions. Bon, passons au Pakistan. Nous voyons la carte. En fait, c'est divisé en couleurs. Des montagnes jusqu'à la côte, notre organisme a mis en place un projet pilote, un projet modèle autour duquel nous œuvrons. Il y a 40% de la population qui est susceptible d'être assujettie à une catastrophe. Par exemple, dans les montagnes, il y a un risque très élevé d'avalanche, entre autres. Et sur les côtes, il y a un risque très élevé de cyclones et de tsunamis, par exemple. Donc, il y a des pistes de solutions. Et ici, il s'agit d'une tribune où nous pouvons partager nos expériences et tirer des leçons de la part de la communauté internationale. Et de cette façon, en fait, trouver des façons pour endiguer les risques. Alors, passons maintenant au modèle qui est à l'écran. La collectivité, c'est au centre de ce modèle. Lorsque je parle de prévoir les risques, bon, on a parlé des multiples risques. Il faut cerner les risques tout d'abord. Et ensuite, en fait, formuler un système de surveillance. C'est un système de préalerte et de cartographie. Et donc là, on formule un module de gestion de risque à l'échelle des collectivités. Donc ici, on voit à l'écran une carte très colorée, mais la colorée, on dit beaucoup. Le rouge, c'est risque très élevé. Orange, risque moyen. Et jaune, très peu de risque. Ou risque très peu élevé. Enfin, on voit très peu de vert. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun risque de connu. Alors, comment normaliser le processus de gestion de risques et catastrophes dans ce contexte-là? Et je tiens à souligner le fait que dans certaines régions, il est facile, tant pour les gouvernements que pour les institutions, de déplacer les collectivités qui y habitent. Mais toujours est-il qu'il faut vivre avec le risque et composer avec les risques. Donc, c'est un exemple de notre travail. Alors, quand on parle de gestion du risque par la collectivité, il faut que la collectivité ait cette capacité. Et nous avons choisi des membres de la communauté au niveau de la participation et nous formons ces personnes, disons, avec des séances de formation et ainsi de suite. Et nous pensons que c'est intéressant également de faire quelque chose au niveau des écoles pour les générations à venir. Et il y a par exemple des comités de sécurité des écoles auxquels participent les enseignants et les étudiants. Et là,
on utilise un processus d'identification des risques en fonction de la formation qui est donnée dans cette école. Il y a des plans d'urgence pour l'école et la gestion de crise est un élément, mais il faut qu'elle soit efficace parce que c'est lié à la géographie, à la situation locale. Donc, vous pouvez démarrer comme ça et ensuite faire des exercices ou des démonstrations. Et dans le processus, vous pouvez faire des vérifications et modifier, rectifier le tir. Du côté gauche de ce graphique, vous voyez ce que font les étudiants. Il y a 74 000 étudiants que nous avons recrutés de cette façon. Et on a commencé au milieu des années 90, mais c'est surtout à partir de 98-99 que nous avons été actifs. Et c'est à ce moment-là que nous avons vraiment démarré en vitesse de croisière pour essayer de régler les situations de catastrophe. Et par exemple, on procède à des simulations. Il y a 5000 volontaires dans la communauté au Pakistan que nous formons et que nous préparons à diverses situations de catastrophe. Et dans ces circonstances, 50% des membres participent directement. Et dans un pays comme le Pakistan, il y a donc 50% de femmes, comme je le disais, et c'est important que les femmes puissent participer à ce genre de choses. C'est tout à fait significatif dans un pays comme le Pakistan. Nous avons également des équipes de secours qui ont été formées au niveau des normes internationales et qui ont commencé à être formées à partir de 2005. Et là, ce sont des équipes où il y a également beaucoup de femmes. À ce niveau, on peut travailler avec les ONG et il faut voir quelles sont les ONG qui sont présentes au Pakistan, mais il y a des milliers de gens qui travaillent dans les ONG et il y en a plusieurs milliers donc qui sont actifs au Pakistan. Il y a des systèmes d'avertissement précoce. Et ça, c'est l'aspect technique et scientifique. Mais il y a aussi la connaissance intrinsèque des locaux, des habitants du coin, si vous voulez. Et il y a donc toutes sortes d'éléments qui interviennent à ce moment-là. Et il y a les animaux qui, eux, peuvent être avertis d'une catastrophe imminente. Et dans la communauté, on connaît ces signaux précurseurs. Et nous en tenons compte, tenons compte dans les divers services qui sont chargés des urgences. Et ça, c'est un exemple de surveillance exercée par la communauté de façon informelle. Et cela nous permet donc de faire le suivi de l'évolution des choses. Voici un événement qui s'est produit au Pakistan en 2010, dans une région appelée Hunza. Il s'agit d'un glissement de terrain et
nous en faisions la surveillance avec le gouvernement et avec la communauté. Et il y avait des fissures dans le sol. La communauté l'a remarqué et nous avons fait appel également à des experts externes. Et en 2009, une certaine région a été évacuée, là où il y avait en particulier des mouvements de terrain qui commençaient. Mais le glissement a eu lieu en 2010, mais il y a eu quand même des décès. Et suite à ce glissement de terrain, c'est un désastre en mouvement parce que par la suite, il y avait un lac de 27 kilomètres qui était sur place et qui a été affecté également. Et il y a eu donc des inondations qui en ont découlé. Et maintenant, on est en train de construire un canal qui devrait être terminé l'an prochain. Et il y avait en aval à peu près 25 000 personnes qui ont été évacuées. Donc là, c'est une circonstance particulière où l'on a surveillé le lac. Et pour la nuit, par exemple, il fallait l'aide des militaires qui avaient mis en place des instruments de mesure. Et c'est un exemple. Je vous ai parlé du lac, mais ce qui est intéressant, c'est les mesures d'urgence qui ont été prises. Si vous avez le matériel nécessaire pour vous rendre sur place et pour aider les gens, ça va, mais sinon, ça ne marche plus. Et ce que je dis est valable aussi bien au Pakistan qu'en Inde, en Afghanistan ou ailleurs. Là, ici, vous voyez sur cette carte les régions qui risquent une catastrophe. Là, on parle de glissement de terrain. Et il y a également des glaciers qui sont susceptibles également de provoquer ces urgences. J'arrive à la fin de ma présentation, mais avant de conclure, je tiens à remercier le Canada de m'avoir donné cette occasion d'expliquer ce qui se passe dans notre pays. Et je dois dire que dans tout ce que j'ai présenté, il y avait une contribution du Canada et nous avons eu une réponse positive et efficace du Canada pour nous aider à résorber ces catastrophes. Par exemple, au niveau des systèmes de détection, et en plus la législation et la définition des politiques pour renforcer le partenariat gouvernemental. La communauté doit être au centre de cette gestion et des développements. Voilà donc ce que j'avais à vous expliquer et je vous remercie de votre amable attention. Merci. C'est difficile de respecter l'horaire, mais nous aurons l'occasion d'en discuter tout à l'heure lors de la période de questions. Nous allons passer la parole maintenant au Dr Singh. Est-ce que je pourrais vous poser une question? Combien d'entre vous utilisez les BlackBerry? Je ne vois pas de main. Et il y a combien de temps? Il y a 5 ans, combien on utilisait? Personne n'avait prévu il y a 5 ans que les BlackBerry allaient disparaître. Et c'est ça, finalement, la détection précoce. Quelquefois, c'est trop compliqué. Et je vais vous donner des exemples d'inondations au Pakistan. Ce que vous voyez sur la photo actuellement, par exemple.
Et il y a eu des inondations généralisées dans certaines régions. Et le problème qui s'est produit, c'est que il y a eu quelques signes précurseurs, mais pas suffisamment pour évacuer la population. Et ensuite, il a fallu essayer de bloquer la catastrophe et de réparer les dégâts. Et dans bien des cas, on devrait pouvoir faire mieux que ce qui a été fait dans ce cas-là. Il y a 3 éléments qui entrent en ligne de compte. D'abord, il faut continuer la surveillance et les prédictions. Ce n'est pas quelque chose qui est ponctuel. Il faut que ça soit quelque chose qui dure. Et il faut que ce soit fait de manière opportune. Il faut avoir la bonne information transmise aux bonnes personnes au bon moment pour qu'ils puissent faire quelque chose. Et puis ensuite, il y a la réaction du gouvernement, des ONG et des diverses autorités. Alors, au niveau des systèmes d'avertissement, il s'agit de savoir quel est le délai dont on peut bénéficier. Et si l'on veut pouvoir sauver des vies, par exemple, il faut être prévenu assez tôt. Il faut être averti de sortir de chez vous avant qu'elle s'effondre. Par exemple, la leçon, c'est que pour toutes sortes de catastrophes, il faut un système d'avertissement différent. Par exemple, pour les inondations, il est essentiel d'avoir plusieurs jours de préavis parce que il faut pouvoir déplacer les populations. Mais quelquefois, il faut même des mois dans certaines situations. Alors, si vous regardez les périodes de sécheresse en Afrique, la méthode, c'est que ce genre de catastrophe est difficile à prévoir. On ne sait pas si ça va se reproduire même. Et donc, il faut savoir quand ça va se produire, où ça va se produire et pourquoi ça va se produire. On a quelquefois quelques indices, mais ce n'est pas facile et il faut savoir d'avance où la catastrophe va se produire surtout. Donc, ce délai d'avertissement est important. Il faut que les gens puissent bénéficier d'informations suffisamment tôt avant que l'événement ne se produise, pour prendre les mesures de prévention. Alors, c'est difficile, si vous n'êtes pas prévenu, de sortir de votre maison avant qu'il ne soit trop tard. Et il faut donc que les gens puissent prendre les mesures nécessaires et qu'ils soient prévenus suffisamment tôt. C'est la clé. Il y a l'exemple d'un cyclone en Inde, par exemple, en 1999, dans la partie sud de la Chine, de l'Inde, par exemple, un cyclone important a eu lieu. Et l'an dernier, la même chose s'est reproduite dans la même région. Beaucoup de gens vivant sur place, au bord de la mer, et beaucoup moins de personnes sont décédées cette fois-ci du cyclone, alors qu'il y en avait eu des milliers la dernière fois. Tout simplement parce qu'entre-temps, on avait pris les mesures nécessaires de prévention. Et en fait, dans ce cas, on avait pris entre-temps les mesures préventives sans savoir si un cyclone venait. Et on avait construit des abris, on avait mis en place des communications radio, avertissement de la population par la télévision. Et maintenant, les moyens sociaux, les SMS, tout ça, ça fonctionne et ça permet de toucher rapidement la population.
Et donc, c'est un exemple classique de toutes les choses qui peuvent nous aider dans ce genre de situation. Le Bangladesh, vous savez, est souvent sous l'eau. 75% du Bangladesh est pratiquement inondable. Et ça veut dire qu'il y a un gros risque de décès par noyade. Et il y a eu une inondation en 1990 où plusieurs milliers de personnes sont décédées. Et en 2014, il y a eu une inondation où seulement quelques personnes sont décédées. Ça veut dire qu'il y a en place un système de prévention et d'assistance qui est très efficace. Et je dois dire qu'il y a un système de prévision des inondations scientifiques, techniques, avec une bonne modélisation et ainsi de suite, ce qui permet de transmettre l'information suffisamment tôt. Et cela nous donne de 3 à 5 jours de préavis. Mais personne, dans le temps, si on avait dit ça, personne ne vous aurait cru. Mais là, maintenant, les gens suivent ces avertissements et se tiennent au courant. Donc le Bangladesh a fait un excellent travail de prévision des inondations. Et si vous allez sur le site web, vous verrez qu'ils fournissent des renseignements en temps réel, pratiquement. Et ils utilisent des choses très simples au niveau de la préparation, telles que le transport des populations vers les abris, et ainsi de suite. Ce n'est pas compliqué. Il y a eu une étude de la Banque mondiale qui considère que pour chaque dollar dépensé en préparation civile, on en récupère 40. Et au niveau des systèmes d'avertissement, dans bien des pays comme le Mozambique, le facteur multiplicateur est de 70. C'est souvent de 30 à 40. Mais d'une façon générale, partout où il y a eu un système d'avertissement, des vies ont été sauvées et des dommages ont été évités. C'est la clé. Alors, au niveau des leçons que nous avons apprises, le gouvernement est évidemment généralement l'acteur le plus important. On a fait appel à la science et à la technologie. On a mis en place des systèmes. Les ONG ne peuvent pas faire ça. Et elles doivent utiliser le système d'avertissement qui a été mis en place par le gouvernement, comme c'est le cas au Bangladesh et en Inde. Et à partir de là, on peut jouer un rôle important et les gouvernements doivent investir davantage en technologie, en équipement approprié. Et maintenant, avec ces avertissements, il faut avoir ensuite les moyens de prendre les mesures nécessaires parce que bien souvent, les déplacements ne sont pas faciles. Et il a fallu passer de la simple gestion à la préparation et aux avertissements parce que il y a très souvent des zones qui sont trop propices aux établissements humains, des zones où on risque des tremblements de terre, les inondations, les glissements de terrain, et le gouvernement également doit participer aux efforts de préparation et d'avertissement. Et il faut également que les communautés puissent participer de façon à prendre les mesures appropriées. Ce n'est pas comme en Floride ou comme quand il y a un cyclone ou un ouragan qui s'en vient, les gens prennent leur voiture et s'en vont ailleurs. Là, ça n'est pas possible. Et il faut que les gens arrivent à survivre dans des conditions extrêmement difficiles. L'autre élément important, c'est qu'au niveau des systèmes d'avertissement, il faut savoir à qui
va l'information liée à ces avertissements. Il faut que ce soit des gens capables de communiquer, parce que sinon, ça mène nulle part. Et si les gens ne vous croient pas, c'est un autre problème aussi. Parce que si vous les avertissez de quelque chose qui ne se produit pas, la deuxième fois, ils ne vous écoutent plus. Donc c'est important de rester crédible. Et c'est une notion psychologique, un aspect psychologique des choses. Il faut que les gens aient confiance. Et également, au niveau de la protection civile, il faut apprendre aux gens ce qu'il y a lieu de faire, comment se protéger, tenir compte des gens ayant des invalidités ou des handicaps pour les évacuer de façon appropriée, etc. Mais si je dois résumer, ces systèmes d'avertissement ne sont pas tout, mais ils sont un atout important pour limiter les pertes de vie et les dommages, à condition que l'information soit communiquée suffisamment tôt. Et ce qui s'est produit en Inde a fait la démonstration de l'importance de cette communication précoce des renseignements disponibles. Merci. Merci beaucoup. Merci, Dr. Singh. Merci de cette explication sur les systèmes d'avertissement. Alors, nous passons au conférencier suivant. Alors, merci très rapidement. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé au sommet humanitaire mondial dans ce secteur. Il y a en particulier deux choses qui ont déjà été mentionnées aujourd'hui, c'est-à-dire l'adaptation de la réponse en cas de catastrophe naturelle. Et je vous parlerai également de ce que nous faisons dans des situations d'instabilité ou de fragilité. Alors, quand nous avons parlé de gestion du risque, et si on discute avec des gens de la Banque mondiale, des gens de l'administration des tremblements de terre en Chine, des gens également des services d'urgence du Chili, bref, cela reprend des discussions qui ont déjà eu lieu ailleurs. Et il faut voir comment les organismes humanitaires peuvent intervenir pour ne pas répéter 50 fois la même conversation. Mais si l'on examine l'adaptation de la réponse en cas de catastrophe, il y a un certain nombre de défis à relever pour essayer de régler la situation si l'on veut authentiquement pouvoir aider les pays, les communautés et même le secteur privé, le secteur humanitaire pour que tous ces intervenants puissent régler les problèmes qui se présentent. Naturellement, il y a beaucoup de fragmentation au niveau du financement, mais également beaucoup de fragmentation au sein de la communauté des catastrophes et du réchauffement de la planète, etc. Vous vous souviendrez qu'il y a quelques années, on avait exploré dans un nombre de pays le manque de financement au niveau de la protection civile, mais aussi le fait que c'est tellement morcelé, segmenté dans bien des pays que sur le plan pratique, il ne reste pas grand-chose en fin de compte. Et il y a beaucoup de gens qui participent aux activités de protection civile, mais de façon souvent mal coordonnée. Et il y a une analyse de la Banque mondiale qui porte sur les pays établis dans de petites îles et on s'aperçoit qu'il y a 10 ou 12 ramifications de financement qui font les mêmes travaux d'adaptation au changement climatique. Certains le font dans le cadre de l'environnement, dans la gestion des catastrophes, quelquefois avec le ministère des Finances, quelquefois avec le ministère de l'Environnement.
Bref, il y a une confusion assez généralisée sur la façon dont on peut vraiment commencer à gérer le risque de façon rationnelle. Une des autres choses, c'est cette question des différentes couches d'intervention au niveau local. Et là, c'est un problème majeur parce que certaines communautés veulent centraliser leurs moyens financiers parce qu'elles sont bloquées par l'austérité, les réductions budgétaires et ainsi de suite. Et là, il y a certaines économies à réaliser si on peut centraliser l'aspect financier. Autrement dit, si vous voulez avoir davantage d'argent du côté des Nations Unies, il y a toute la question de la tolérance au risque et ce qui entre en contradiction avec certains principes techniques. Et il y a l'hésitation de la communauté internationale à s'engager avec le secteur privé. Nigel nous a expliqué l'expérience d'Haïti et la façon dont on peut mobiliser le secteur privé. Mais il y a eu un rapport qui est sorti l'an dernier sur la façon de faire participer le secteur privé. Mais même dans ce qu'ont rédigé les auteurs, le langage utilisé prouve qu'il nous faut tenir compte de la mentalité du dit secteur et comment réellement s'interfacer avec eux au bon niveau et de la bonne façon. Il y a aussi le danger d'adopter une approche seulement taillée sur mesure, enfin plutôt une approche unique, plutôt que des approches taillées sur mesure. Certains gouvernements permettent aux organismes humanitaires de combler certaines lacunes dans le cadre d'intervention en cas de catastrophe. Et les organismes humanitaires, on les accuse parfois de traîner de la patte. Alors comment faire en sorte qu'il y ait davantage de discipline en matière d'état de préparation et d'intervention? Bon, là, il est question également des engagements pris par les gouvernements sur le plan financier lorsqu'il s'agit de gérer le risque. Et on en a abordé certaines de ces domaines de priorité. Bon, est-ce que les ministères de Finances consacrent les ressources financières à combattre ces questions, à ces difficultés? Alors là, il est question d'exercer des pressions politiques et économiques afin de s'assurer que ces investissements politiques soient pris. Bon, il y a un panel qui discutera des risques dans les zones urbaines. Les ONG ne sont pas bien adaptées pour gérer les risques dans les zones urbaines. Et à la lumière de ces risques croissants, comment surmonter ces obstacles? Comment intervenir de façon appropriée lorsqu'il s'agit de problèmes tels que les infrastructures critiques et l'accès aux populations? Donc, il y a matière à réflexion. Comment relever ces défis de manière à bien gérer les risques? J'ai beaucoup parlé de la fragmentation. Comment rassembler ces communautés pour qu'ils s'alignent derrière les plans proposés par les gouvernements? Comment passer à une approche plus long terme dans le domaine de la gestion de risques?
dont l'un des principaux risques. En fait, il ne faut pas simplement s'attarder sur un risque unique ou adopter une approche cloisonnée. Il faut se pencher sur les risques multiples, la multiplicité des risques et comment assurer un financement à plus long terme pour soutenir les politiques adoptées par les gouvernements en matière de gestion des risques. Donc, il y a une approche multipartite. Et les ONG auraient ainsi une stratégie qui serait taillée sur mesure pour chaque situation de catastrophe. Et il faut également faire la part des choses et savoir dans quelle mesure les gouvernements municipaux ou gouvernements régionaux doivent intervenir hors sol. Et en cas de catastrophe, dans quelle mesure est-ce que la collectivité internationale doit mettre la main à la pâte? Bon, on a mis en place certaines pratiques. Il y avait un coordonnateur que j'ai abordé dernièrement qui avait dit je compte pas me lever le matin pour enclencher ce financement à moins qu'il y ait plus de 100 000 personnes de touchées, 100 000 sinistrés. Enfin, donc c'est une analogie, mais donc c'était une façon d'exprimer le fait que c'était la responsabilité des gouvernements de prendre des décisions de ce genre. Il y a d'autres idées qui en sont découlées, à savoir des mécanismes de financement régionaux ou nationaux pour investir dans les organismes régionaux pour qu'ils puissent mettre en place des interventions régionales, par exemple, et de créer des réseaux qui pourraient éventuellement soutenir les interventions. Bon, il y a des exemples intéressants. Par exemple, dans les inondations au Pakistan, il y avait des experts, des spécialistes en matière de diarrhée qui venaient du Bangladesh, par exemple. Bon, il y a l'exemple où les Chinois appuient les gouvernements de Népal et de Bangladesh dans l'évaluation des risques de tremblement de terre. Donc, il y a des partenariats qui se tissent à l'échelle de cette région. Et c'est appuyé par les Nations unies, d'ailleurs. Il me reste très peu de temps. Mais je tiens à souligner, deux choses supplémentaires. Il y a toujours le risque, lorsqu'on discute de la gestion de risques de catastrophe, qu'on met uniquement l'accent sur le fait que les gouvernements jouent un rôle de chef de file. Le monde humanitaire n'est pas si simple. Alors, qu'en est-il de la gestion des risques et catastrophes dans des régions beaucoup plus fragiles ou lorsque ce serait dangereux de faire participer les gouvernements et de faire intervenir les gouvernements locaux? Ce sont d'importantes questions. Et je sais que certains intervenants voudraient davantage se pencher sur ces régions fragiles. Par contre, il y a d'autres intervenants qui veulent éviter d'aborder ces questions. Et en ce qui concerne les STG, on veut s'assurer à ce sommet qu'il y ait
un lien entre ces démarches. On ne veut pas que le milieu humanitaire en fait, on ne veut pas que le milieu humanitaire s'immisce dans ces domaines-là, mais on veut quand même qu'il joue un rôle important. Merci à tous les panélistes. Je pense qu'il reste 10 minutes avant qu'on termine. Donc, j'aimerais vous céder à tous et à toutes la parole. Que vous avez, que ce soit des commentaires, des observations ou des questions. On vous demande de vous présenter, de annoncer votre organisme et puis de poser votre question. Bon, je vais poser la première question. Et ensuite, vous allez pouvoir réfléchir à des questions brûlantes que vous voulez poser, que vous voudriez poser. Bon, là, il est question de compression budgétaire importante auxquelles les gouvernements sont assujettis. Et il y a des priorités concurrentielles, surtout dans les pays en voie de développement. Alors, que peut faire le Canada et d'autres intervenants pour s'assurer qu'on investit dans la réponse dans les interventions en cas de catastrophe? Donc, on va faire passer à travers... on va en fait poser 3 ou 4 questions à la fois et puis répondre de cette façon-là. Je m'appelle Kelly Reeson du comité international de rescousse. Nick a parlé des crises urbaines. J'aimerais demander à Dr. Singmore, qu'en est-il du processus de prise de décision dans les villes, puisqu'il y a tellement de différents paliers? Qui prend telle ou telle décision en matière de planification en cas de crise ou de catastrophe, par exemple? Et en ce qui concerne les sécheresses, et bon, moi je travaille beaucoup en Afrique de l'Est et malheureusement les systèmes de préalerte ne sont pas respectés. Et Nick, troisièmement, est-ce qu'on a proposé des pistes de solutions quant à savoir comment les ONG doivent jouer un rôle dans la gestion de risques en cas de catastrophe? Oui, nous travaillons auprès des gens ayant des déficiences et j'étais contente d'entendre ce que Dr. Zing, lorsqu'il a parlé des plans d'intervention en cas de catastrophe qui tiennent compte des personnes ayant des déficiences. Est-ce que vous pourrez parler des obstacles et des succès dans la mesure où, enfin, en ce qui concerne l'inclusion des personnes ayant des déficiences? Et qu'en est-il des personnes de la population vieillissante ayant des déficiences? Une dernière question. Melissa Atwell, la protection du bien-être et le bien-être des animaux. Est-ce que vous pourrez parler de l'importance de protéger le bétail, en fait, dans le cadre des plans de gestion de risque en cas de catastrophe? Alors, nous allons commencer avec notre premier panéliste. Bon, j'aimerais répondre à 3 questions, en fait. D'abord, les compressions budgétaires. Oui, tout à fait. Dans ces communautés frontalières, il s'agit d'un problème. Il y a
vraiment un problème sur le plan financier et les besoins humanitaires sont plus importants que les ressources qui sont disponibles. Alors, quelles sont les façons pour combler cet écart? Bon, les gens disent, on a besoin de davantage d'argent, mais c'est pas si simple que ça. Il y a d'autres façons de réagir à ce problème. On peut mettre en place des économies, à savoir les transferts de liquide, participer au système de préalerte pour que ces ONG en ont pour leur argent. Et il faut s'assurer qu'il y a cohérence entre les ONG et le milieu des changements climatiques pour savoir qui est mieux placé pour intervenir. Bon, si on fournit un appui imprévisible dans certaines populations d'année en année grâce à une aide humanitaire, bon, ça joue un rôle important. Mais ce n'est pas aussi efficace ni aussi approprié que d'établir des filets de sécurité et des systèmes qui permettraient aux gens de se hisser de cette situation et de surmonter les obstacles. En ce qui concerne les systèmes de préalerte en cas de sécheresse, en fait, si j'ai bien compris de votre exposé, on a vu en 2011 que en fait, la science a été mise au point en ce qui concerne les systèmes de préalerte, mais comment faire en sorte que ça se traduise par des gestes concrets et comment réagir à la politisation de ce concept. Alors, de plus en plus, il y a des déclencheurs automatiques qui permettent des interventions précoces en cas de catastrophe. Il n'en demeure pas moins que le financement doit être au rendez-vous. Et qu'en est-il du rôle des ONG dans l'environnement STG? Bon, ça va, mais je pense que les discussions sont trop isolées pour l'instant. Et en fait, la composante sous-jacente, c'est en fait la gestion de risque. Donc, alors, si on veut davantage de cohérence et d'efficience et d'efficacité, il faut s'assurer qu'il y ait une analyse cohérente du risque et des approches à plus long terme. Dr. Zing, vous avez posé quelques questions quant à savoir comment est-ce que les décisions sont prises dans les environnements urbains en cas de catastrophe et qu'en est-il des populations vulnérables telles que les populations ayant une déficience dans le contexte de la préparation en cas de catastrophe, bien entendu. Bon. J'ai parlé du fait qu'il y a un besoin de davantage de financement, un financement accru. Donc, dans l'Afrique subsaharienne, ce n'est pas vrai qu'il n'y a pas assez d'argent. C'est plutôt une question d'affectation et de répartition de ces fonds. On a mené une étude, on a constaté qu'il y a eu un croissement du
PIB au cours de la dernière décennie. Et qu'en est-il des cyclones? Bon, en Inde, on a vu un essor économique au cours des 20 dernières années. Donc, en Inde, ils sont à même de mieux intervenir en cas de catastrophe. En ce qui concerne les villes, c'est compliqué. La moitié de la population habite les zones urbaines et nous vivons de plus en plus dans un monde urbain. Alors, comment rendre ces centres urbains plus intelligents? C'est au gouvernement de décider d'une approche. Et on sait que les changements climatiques entrent en ligne de compte. Et c'est au gouvernement de trouver des solutions. Le gros bon sens, c'est qu'on a besoin de meilleurs codes de bâtiments, par exemple. Mais ça dépend de chaque gouvernement, dans le fond. La surveillance des sécheresses est très difficile. Il y a des systèmes de préalerte qui existent déjà, comme aux États-Unis. J'ai oublié le nom aux États-Unis, mais malheureusement, les renseignements ne parviennent pas aux gens qui sont responsables de prendre les décisions. Nous recevons les renseignements. Mais que pouvons-nous faire? Rien. Ces agences n'ont pas d'autorité, n'ont pas de pouvoir. Alors comment faire transmettre ces renseignements aux ministères qui sont véritablement en mesure de poser des gestes concrets? Ça, c'est la grande question. La gestion des sécheresses, c'est vraiment pas évident. C'est vraiment pas évident. Bon, la sécheresse, bien sûr, c'est que quand il pleut pas pendant 2 ou 3 mois. Mais parfois, on ne se rend pas compte assez tôt qu'il n'a pas plu pendant 1 mois. Enfin, c'est un défi. Je dois vous interrompre. J'aimerais donner à Nusrat la possibilité de répondre aux questions. Pourriez-vous répondre à une question, s'il vous plaît? Bon, j'aimerais réagir à 2 questions, parce qu'on n'a pas répondu jusqu'ici à une question. En ce qui concerne la limite du financement des dons, lorsque on investit dans le secteur du développement, je pense que, en fait, la gestion du risque de catastrophe doit être prise en compte. Sur la question du bétail, quelqu'un avait parlé de l'importance de protéger le bétail. Lorsque le système de préalerte est enclenché, parfois la population locale n'est pas prête à collaborer parce qu'ils ne veulent pas abandonner leur bétail. Donc, dans notre trousse d'informations qui donne des outils en cas de catastrophe, on parle justement du bétail. Et je pense que c'est plus facile d'adopter cette approche dans les régions rurales. Alors que dans les zones urbaines,
c'est peut-être à la limite moins évident. Alors, du point de vue de la réduction des risques en cas de catastrophe à l'échelle locale, il faut mettre l'accent sur les ménages, sur l'état de préparation des familles. Et ça, c'est le message qu'il faut passer aux collectivités locales. Et en ce qui concerne les personnes ayant une déficience, il y a des organismes qui œuvrent pour l'inclusion de ces personnes vulnérables. Et dans le secteur humanitaire, nous ne réinventons pas la roue, mais nous faisons participer ces institutions à la gestion de risques en cas de catastrophe à l'échelle locale et communautaire. Donc, je vous remercie à tous les trois d'avoir partagé votre point de vue en ce qui concerne ces défis qui se présentent à nous et en fait les possibilités qui se présentent aussi pour mieux normaliser la gestion des risques en cas de catastrophe. Le défi à l'avenir, c'est d'en tenir compte à l'échelle de toutes les initiatives de développement. Et nous devons tous et toutes déployer des efforts à cet égard. Que les bailleurs de fonds vont donner des incitatifs financiers pour tenir compte de la gestion de risques en cas de catastrophe. Et bon, on a également parlé de qui fait quoi, des rôles, des responsabilités, du rôle des gouvernements qui doit tenir compte des analyses scientifiques et techniques afin de mieux intervenir en cas de catastrophe. Et comment mieux faire participer le secteur privé et comment mieux s'attaquer à la question de la fragmentation afin de maximiser nos efforts sur le terrain. Bon, il reste du pain sur la planche et il y a encore, ça a donné beaucoup de matière à réflexion. Les conférenciers seront disponibles plus tard cet après-midi si vous voulez en discuter plus longuement. Bon, avant de lever la séance, je tiens à remercier Focus for Humanitarian Assistance qui a préparé ce panel et merci à vous les participants d'avoir participé à ce panel.